Si je me fie sur le nombre, ça s'en vient. Bien le bonjour tout le monde. D'abord, comme il se doit, je veux adresser mes félicitations au chef élu du Parti libéral du Canada et formuler, dans la foulée, quelques suggestions bienveillantes. La première est, bien sûr, de déclencher le plus rapidement possible les élections. Donc, procéder aux cérémonies et aux numéros de danse de la gouverneure générale pour avoir un premier ministre non élu, mais en fonction, et rapidement, par après, déclencher une élection qui est la seule façon d'avoir la légitimité pour donner suite aux démarches que commande sa fonction très momentanée de premier ministre n'ayant pas eu de mandat de la population. Une autre suggestion, et en ceci, je suis d'accord avec les conservateurs, M. Carney doit divulguer ses intérêts. Je ne vois aucune façon pour que quelqu'un qui va occuper de facto le siège de premier ministre du Canada ou qui veut être élu premier ministre du Canada puisse ne pas révéler ses intérêts personnels et ses possibles conflits d'intérêts tels que le gère le commissaire à l'éthique et aux conflits d'intérêts. On connaît la proximité historique de M. Carney avec les milieux de la haute finance internationale. Je pense que ce serait simplement sain de faire une complète divulgation volontaire et immédiate. Quelques autres suggestions qui, parce que le temps nous est un peu compté, j'aimerais avoir rapidement, parce qu'on connaît la position des conservateurs. Les conservateurs ont contribué à saboter C282 et la gestion de l'offre, les libéraux au Sénat aussi. Je pense que les Québécois aimeraient avoir rapidement un engagement ferme et irrévocable du nouveau chef libéral que s'il advenait qu'il soit le négociateur face aux États-Unis, il n'y aura aucun sacrifice supplémentaire sur la gestion de l'offre et le modèle québécois en matière de lait, d'œufs et de volaille. Je souhaiterais également qu'il y ait un engagement tout aussi ferme, puis je vais dans les affaires qui sont urgentes parce qu'applicables maintenant à ce qu'il n'y ait plus de tarifs illégaux imposés à l'aluminium, comme on l'a connu, il avait fallu que le Bloc intervienne, et contre le bois, parce qu'il y a encore aujourd'hui des tarifs illégaux imposés par les États-Unis contre le bois et l'industrie de la forêt québécoise. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas de négociations qui permettent que ce genre de procédé continue. Et si d'aventure, une négociation devait permettre de servir ou protéger les intérêts de l'industrie automobile de l'Ontario, s'assurer que toute telle démarche qui protégera l'industrie automobile de l'Ontario s'appliquera automatiquement et selon les mêmes termes à l'aérospatiale qui est propre à l'économie du Québec. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas d'autres suggestions. Il y en aura quelques-unes. Mais c'est un peu l'approche que je souhaite mettre en place pour qu'on puisse travailler dans un esprit de collaboration face à un adversaire commun, redoutable et imprévisible qui est le président des États-Unis, mais que dans ce procédé, bien sûr, les intérêts du Québec soient non seulement mis de l'avant, mais préservés et surtout, en aucun cas, cédés en monnaie d'échange. Alors, ces questions-là s'appliquent bien sûr, évidemment, au Parti conservateur, mais on sait davantage déjà là où il loge, alors que jusqu'à maintenant, on en sait très peu sur le nouveau chef libéral. Le Québec devrait-il emboîter le pas à l'Ontario et imposer des tarifs de 25 % sur l'électricité? Ce serait une fort mauvaise idée. Je pense que c'est d'entrée de jeu une mauvaise idée, mais la différence, c'est que l'enjeu fondamental de la négociation pour l'Ontario, c'est l'automobile. Et M. Ford semble être prêt à mettre de côté les intérêts de sa propre production d'énergie pour mettre de la pression au bénéfice de l'automobile. Or, l'énergie propre est une signature fondamentale de l'économie et du modèle de création de richesse québécois. Et je pense que de dire à nos acheteurs d'énergie américains que nous ne sommes pas un fournisseur fiable n'est pas du tout un exercice salutaire. Rappelons-nous toujours qu'au lendemain de la crise actuelle,
il y aura une négociation et qu'au lendemain de la négociation, il y aura un traité quelconque de commerce entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, et qu'il faudra reprendre le cours des affaires normales en ayant de bonnes relations avec nos acheteurs. On est en guerre. On est en guerre. Est-ce qu'il est temps de renforcer Moi, je l'unité? n'utilise jamais l'expression à l'effet qu'on soit en guerre. Nous avons des aboiements virulents du président américain qui change d'idée très, très souvent. Il s'agit vraisemblablement d'une tactique que son entourage essaie de gérer tant bien que mal. Je souhaite tellement à mon propre entourage que je ne devienne jamais aussi imprévisible, mais sait-on jamais. Cependant, moi, je suis de ceux qui croient que s'il y a une intention rationnelle dans la démarche américaine, c'est bien davantage d'inciter et de plus ou moins forcer les entreprises à se délocaliser vers les États-Unis. Mais il n'y a pas la fable entretenue par les libéraux sur le 51e État ou d'autres types d'intentions. Moi, je n'y crois pas vraiment. Mais vous dites que M. Ford fait ça pour protéger son industrie automobile, mais le Québec ne pourrait-il pas faire ça pour protéger, par exemple, son industrie de l'aluminium? Le poids relatif de l'énergie propre au Québec est plus important que le poids relatif de l'énergie propre en Ontario, même si le premier ministre ontarien a de grands projets à cet égard-là. Et il y a plusieurs secteurs de l'économie québécoise qui sont extrêmement importants et qu'on doit, comment dire, tous préserver, et ils ont tous une importance plus grande au Québec qu'ailleurs. Quand je mentionne toujours la gestion de l'offre, ou la forêt, ou l'aérospatiale, ou la culture, ou les pêcheries, ou les minéraux stratégiques, ceux qu'on a ici, c'est des secteurs qui sont particuliers ou davantage particuliers au Québec et dont, tristement, mais travaillons pour que ce ne soit pas le cas, le sacrifice ne ferait pas très mal à l'ensemble canadien. Donc, la dynamique n'est pas la même. Et de toute façon, je ne crois pas que d'être un mauvais fournisseur face à quelqu'un qui restera à long terme un client et un acheteur de notre énergie propre soit une bonne approche. Est-ce qu'on devrait renégocier la CIUM rapidement ou devrait attendre les élections de mi-mandat? Moi, je pense que pour mettre un terme à l'instabilité, et c'est peut-être le seul point avec lequel je suis d'accord avec le président américain, il faut faire ça rapidement. M. Trump veut en effet avoir quelque chose à montrer aux Américains avant l'élection de mi-mandat, donc il voudra certainement que ce soit complété avant le milieu de l'année 2026. On ne sait même pas encore s'il veut tout mettre sur la table ou seulement certains secteurs. Et moi, pour d'autres raisons, je souhaite que cet enjeu-là de négociation soit derrière nous également vers le milieu de l'année 2026 pour que l'élection québécoise de la fin 2026 se fasse dans un environnement économique stabilisé et prévisible. Hier, le Parti libéral semble se réchauffer à l'idée de construire un oléoduc ou un gazoduc, vers le Québec. Même Jean Chrétien fait cet appel-là dans son discours hier. Est-ce que ça va faire partie de la campagne du Bloc, peut-être contre... Ça aurait pu ne pas faire partie de la campagne du Bloc, mais vous savez, on doit interpeller l'intelligence des gens et je le ferai. L'idée d'un oléoduc qui traverserait le Québec vers la côte atlantique n'a aucune incidence sur l'économie du Québec. Aucune. Les gens de l'Atlantique, et d'ailleurs la réponse au premier ministre de Nouvelle-Écosse sera reconnue très, très rapidement maintenant, les gens de l'Atlantique sont approvisionnés en pétrole. Leurs voitures et leurs pick-up fonctionnent avec la même essence que n'importe qui d'autre. Le but est prétendument d'exporter vers l'Europe, mais on sait de façon documentée que l'Europe ne veut pas de ce pétrole, ne veut pas de ce gaz. On sait de façon documentée que cet équipement-là ne pourrait pas être mis en fonction, dans le meilleur des cas, avant 6 à 8 ans. Longtemps après la fin du conflit commercial et probablement après la fin du mandat du président qui va succéder à M. Trump. Là. On est loin dans le temps. C'est une espèce de fable qu'on essaie de mettre en place en prenant prétexte de la nécessité d'un commerce interprovincial qui, pour l'instant, prend des formes d'empiètement dans les juridictions du Québec, de menaces aux réglementations linguistiques du Québec et de volonté de passer du pétrole à travers le Québec sans aucun intérêt économique pour le Québec. Les à peu près 30 milliards qui ont été investis dans l'industrie pétrolière par l'État canadien en 2024, c'est à peu près 7 milliards de dollars des Québécois qui ont été envoyés dans le pétrole de l'Ouest, dont rien ne revient au Québec.
7 milliards de dollars qui auraient pu être mis, que ce soit dans le développement de l'énergie propre, de secteur industriel, de diversification, de soutien au pouvoir d'achat des plus vulnérables ou de logement social. Non, c'est allé dans l'industrie la plus polluante au monde et on nous raconte plein de bobards pour essayer de nous faire avaler cette idée-là, qui n'est pas meilleure aujourd'hui qu'elle l'était en 2015. Mais vous parlez de pétrole, mais c'est du gaz dont il est question au Congrès. Il parlait d'un gazoduc. On se rappelle du projet. GNL, c'est un gazoduc. Énergie Est, à l'origine, était un oléoduc. Ce dont les libéraux semblent parler, c'est le gazoduc. En tout cas, c'est ce que M. Chrétien discutait. Et ça arrêterait au Québec. C'est du gaz que, oui, peut-être, l'Europe voudrait. Je ne sais pas jusqu'à quel point Jean Chrétien est une voix du Parti libéral. Hier, j'ai entendu... dans l'oubli complet d'un hommage qu'il devait faire à M. Trudeau, j'ai entendu Jean Chrétien refaire pour la je ne sais plus quelle fois l'ode à sa propre carrière magnifique, avec des opinions qui sont les siens, je ne sais pas si ce sont ceux du Parti libéral, et dans toutes les grandes qualités qu'on peut trouver à Jean Chrétien, je ne mettrai pas la modernité. How quickly do you want an election, and how ready is your party, given you have about a third of your candidates nominated? If Mr. Carney was to start an election in the coming minute, let's wait. We are ready. Let's go. What's your strategy, though, for dealing with Mr. Carney? He seems to be gaining ground. I never had any strategy. I'm having fun those days because every analyst says, oh, this will be a challenge for Mr. Carney. He's having to debate with Mr. Blanchet and all of that and creating expectations about my performance. And I want all of it to be just shut down. No expectation. I will do as I always did, answer questions, ask questions as honestly as I can, and people will make their mind after the debates or the campaign or whatever. But I'm very impatient with the idea of having some reporters following us across Quebec and saying all we've got to say. Because if the more we say, the better we will fare. Est-ce que vous craignez que l'arrivée de Carney, ça gruge quand même dans des possibles gains du côté du Bloc québécois? Non. Il faut que la campagne commence, une raison de plus, faites-moi plaisir. Il faut que la campagne commence parce qu'à l'heure actuelle, quoique un petit peu moins dans les derniers jours, on commente le panneau indicateur avant que la game commence. Tu sais, on est dans les sondages, analyse du sondage qui est fait sur le sondage de l'autre. Alors, on met la rondelle sur la glace, on se met à patiner, là, parce que dans la même journée, on a vu deux sondages dire deux affaires complètement différentes, ce dont l'explication que j'ai entendue a bien de l'allure, c'est que c'est très, très, très volatile. Et moi, je salue la volatilité. Ça veut dire qu'il y a du mouvement possible, qu'on aura des discussions et que, en utilisant leur propre jugement, les gens vont les mettre un X sur un morceau de papier puis on va les compter après. Ça va être le fun. Parlant de campagne, M. Blanchet, vous avez recruté Alexis Deschênes. Comment ça va, la relation avec le PQ en ce moment? Zéro problème, la relation avec le PQ. Comme je l'ai dit, je vais dire exactement la même affaire. À chacune des fois, si jamais ça revient, les militants du Parti québécois et du Bloc québécois, c'est les mêmes. Ils sont actifs dans Terrebonne pour la campagne de Catherine Gentilé, dont on souhaite très ardemment l'élection à l'Assemblée nationale du Québec. Et outre ça, s'il y a des problèmes, ils sont réglés, ne vous en inquiétez pas. Puis s'il y a des conversations entre le Parti québécois et nous, comme il se doit, c'était, c'est et ce seront des conversations privées. Tout à fait vrai. On sait très bien que jusqu'à 50% des gens qui ont voté pour vous ont déjà voté pour la CAQ dans le passé. J'ai utilisé le mot militant, donc c'est pas tout à fait vrai, n'est pas exact non plus. Bien, je repose ma question. Et sachant que vous avez peut-être jusqu'à 50% des gens qui votent pour le Bloc québécois qui votaient pour la CAQ, comment vont vos relations avec le PQ? Je suis incapable de faire le lien entre les deux éléments de votre question. Ma relation avec le Parti québécois est celle que je viens de décrire. Les électeurs ne sont pas ciblés selon comment tu as voté la dernière fois le mercredi après-midi, là. On fait notre campagne, les gens vont choisir, et on est invariablement et irrévocablement en soutien au Parti québécois et dans la partielle de Terrebonne et dans l'élection générale de 2026, comme il se doit. Au premier ministre Tim Houston, qui vous a interpellé là, sur Twitter. Vous allez avoir l'occasion de le lire dans très peu de temps. I take your point that you say you're ready, but you have about 20 candidates, I think, you still have to nominate in your party. So how much faster will you have to go now? The day the election starts, you will have a complete
very enthusiastic list of 78 candidates. Mais vous êtes à combien, là? On reçoit beaucoup de communiqués de votre part. Vous êtes rendu à combien? J'ai une liste de 78 candidats. Merci tout le monde. Merci beaucoup. OK.